vont essayer de répondre à cette question. Y a-t-il un hôpital pour le psychiatre? On va appeler Dr Wanès, qu'on va écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci Monsieur le Président. Chers maîtres, chers confrères, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter aujourd'hui cet exposé intitulé « Y a-t-il un hôpital pour le psychiatre ?» Alors, les organisateurs de ces journées ont choisi pour thème la question suivante. C'est une question évidemment éminemment pertinente. Y a-t-il un psychiatre à l'hôpital? Alors, nous avons voulu inverser un tout petit peu et nous allons plutôt répondre à la question suivante. Y a-t-il un hôpital pour le psychiatre? Alors pourquoi cette question? Parce qu'on sait que les malades mentaux sont loin d'être à l'abri d'affections médicales ou chirurgicales, parfois sévères, et pouvant revêtir l'aspect de véritable urgence médicale ou chirurgicale. Et ce n'est pas une notion récente, puisque depuis le début du XXe siècle, Kraepelin disait que la vie des démons précoces était menacée. Alors, les études récentes confortent cette notion en rapportant une surmortalité chez les malades mentaux, une surmortalité qui est attribuée en partie au suicide, mais aussi aux effets iatrogènes des médicaments psychotropes, ainsi qu'à d'autres affections associées cardiovasculaires, endocriniennes, neurologiques ou respiratoires. Alors, même après avoir éliminé l'effet du suicide, nous avons encore un ratio standardisé de mortalité chez les malades mentaux qui est de 1,7 pour les hommes et de 1,3 pour les femmes. Donc, actuellement, la prise en charge hospitalière d'un malade mental ne peut plus se concevoir que dans une structure appropriée, prodiguant soins psychiatriques évidemment, mais aussi somatiques, et surtout disposant des moyens nécessaires pour intervenir immédiatement et efficacement en cas d'urgence vitale. Alors, existe-t-il vraiment une structure hospitalière appropriée pour une prise en charge optimale des malades mentaux pour notre pratique? Y a-t-il vraiment un hôpital au vrai sens du mot pour la pratique de la psychiatrie? Y a-t-il un hôpital pour le psychiatre? Alors la réponse banale qui peut venir aux esprits, c'est qu'il y a évidemment un hôpital pour le psychiatre, c'est bel et bien l'hôpital Razi. Bien sûr, il y a des services de psychiatrie dans différents centres hospitalo-universitaires, mais l'hôpital Razi est, entre guillemets, l'hôpital psychiatrique. Alors, l'hôpital Razi est-il vraiment un hôpital psychiatrique, ou s'agit-il plutôt d'une institution, voire d'un asile? Alors, bien sûr, la caractéristique essentielle d'un hôpital psychiatrique ne relève pas uniquement des soins psychiatriques, mais encore des soins somatiques de façon générale. Il faut peut-être d'autres communications pour parler des soins psychiatriques ou des soins somatiques d'une façon générale à l'hôpital Razi. Nous allons nous intéresser uniquement au strict minimum, c'est-à-dire est-ce qu'à l'hôpital Razi nous disposons vraiment des moyens diagnostiques et thérapeutiques des urgences vitales et uniquement des urgences vitales. Donc pour cela, nous avons mené une étude descriptive des équipements d'urgence à visée diagnostique et thérapeutique au niveau des différents pavillons de psychiatrie ainsi qu'au service des urgences de l'hôpital de Razi. Bien sûr, nous avons comparé ces équipements-là à des recommandations internationales. Donc, à la conférence d'experts de la Société française d'anesthésie et de réanimation de 2004, nous avons également choisi des recommandations provenant d'un pays un peu plus proche que la France par rapport donc, à ses moyens économiques, un pays du continent africain, donc pour une meilleure comparabilité. Donc nous avons choisi également les recommandations de l'Emergency Medicine Society of South Africa de 2008 et l'étude a eu lieu durant le mois d'avril 2013. Alors, face à une urgence médicale à l'hôpital de Razi, quels sont les moyens dont on dispose à visée diagnostique et quels sont les moyens dont on dispose à visée thérapeutique? Et nous allons commencer par l'étude des moyens à visée diagnostique. Alors, il y a des moyens cliniques et des moyens paracliniques, et voici les différents moyens, disons, cliniques disponibles à l'hôpital Razi en fonction des recommandations sud-africaines, comme vous voyez ici. Donc, en fonction, selon les recommandations sud-africaines, nous avons besoin d'un stéthoscope, d'un tensiomètre, d'un thermomètre, donc appareil disponible aussi bien au niveau des pavillons qu'aux urgences,
mais il n'y a aucun oxymètre de pouls à l'hôpital de l'Asie. Et puis, il y a souvent des glucomètres, mais parfois sans bandelette. Donc, à part les moyens cliniques, nous avons besoin aussi de moyens paracliniques à visée diagnostique. Premier moyen paraclinique, c'est un appareil ECG. Alors, à l'hôpital de l'Asie, 68% des pavillons ne disposent pas d'un appareil ECG, un service sur 4 sans appareil ECG, et aux urgences, l'appareil est en panne depuis plusieurs mois. Alors que vous savez mieux que moi que les neuroleptiques sont associés à un risque de mort subite par des troubles du rythme ventriculaire. Et à l'hôpital de l'Asie, 97% des patients hospitalisés reçoivent d'emblée un traitement neuroleptique. Alors, ce traitement neuroleptique est administré par voie parentérale dans 97% des cas, ce qui accroît le risque de troubles du rythme ventriculaire. Encore pire, 43% reçoivent d'emblée une association de neuroleptiques, accroissant encore davantage le risque de troubles du rythme ventriculaire. Alors, les guidelines de la NICE disent que tout patient hospitalisé devrait normalement bénéficier d'un ECG avant l'instauration d'un traitement neuroleptique. Alors, l'ECG n'est pas uniquement nécessaire dans le cadre du bilan préthérapeutique, parce qu'on sait que les affections psychiatriques, notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire, qui sont les deux diagnostics prédominants parmi nos patients hospitalisés à l'hôpital de l'Asie, alors ces affections-là sont associées à un risque accru de pathologie coronarienne. Par ailleurs, certaines manifestations de maladies psychiatriques peuvent poser un problème de diagnostic différentiel avec certains troubles cardiaques, des troubles du rythme ou un syndrome coronarien aigu. C'est dire l'importance de disposer vraiment d'un appareil ECG au niveau de chaque pavillon ainsi qu'au service des urgences. Alors, à part l'appareil ECG, donc à l'hôpital de l'Asie, il n'y a pas de possibilité de pratiquer des explorations radiologiques. En fait, à l'hôpital de l'Asie, il y a un seul appareil de radiographie standard, non numérisé, et qui est actuellement en panne. Donc, même le matin, pour faire des radiographies, il faut absolument transporter les malades à l'hôpital de circonscription de Bolmeguia, situé à 12 km de l'hôpital de l'Asie. Donc, l'Asie qui est un centre hospitalier universitaire et qui adresse ses patients pour faire des radios standards à un hôpital de circonscription. Alors, l'Asie est supposée être un centre de neuropsychiatrie, mais malheureusement sans centre de neuroimagerie. Alors, pour les explorations biologiques, c'est un peu mieux puisque tout va bien, mais jusqu'à 19h. Puisqu'après 19h, le laboratoire se ferme et en avril 2013, l'ambulance est déplacée jusqu'à 3 fois par nuit pour transporter des prélèvements sanguins à une clinique médicale privée située à plus de 10 km de l'hôpital. Et ce chiffre surestime fort probablement le besoin réel, puisqu'il y a une probable réticence à demander des bilans biologiques la nuit, puisque c'est un peu compliqué quand même d'en demander. Alors, pour récapituler un tout petit peu pour les moyens visite diagnostic, nous avons un cystoscope, un tensiomètre, un thermomètre, souvent un glucomètre, mais parfois sans bandelette, un ECG, mais ce n'est pas toujours évident. On n'a ni oxymètre de pouls, ni exploration radiologique, ni encore exploration biologique après 19h. Alors, après avoir vu les moyens à visée diagnostique, nous allons aborder les moyens à visée thérapeutique, tant sur notre plan équipement matériel que sur notre plan médicament. Alors, toujours en fonction des recommandations internationales d'équipement matériel, donc indispensable en cas d'urgence pour faire face à une urgence médicale. Alors voici donc au niveau de cette colonne les recommandations de la Société française d'anesthésie et de réanimation, et puis au niveau de la dernière colonne vous avez les recommandations sud-africaines. Alors à l'hôpital de l'Asie, il n'y a aucun défibrillateur. Alors les sources d'oxygène ne sont disponibles qu'à peu près dans le tiers des pavillons. Il n'y a pas de canule de Guédel à l'hôpital de l'Asie. Le ballon autoremplisseur donc n'est disponible que dans 2 pavillons. Il n'y a pas de matériel d'intubation, pas de système d'aspiration. Les compresses stériles se font plutôt rares. Et puis, il n'y a ni amiodarone, ni aucun autre antiarythmique d'ailleurs. Les bêta-2-mimétiques ne sont pas toujours disponibles. Donc, le calcium est difficile à trouver, pas d'ipratropium, pas d'idocaïne, pas de magnésium, pas de naloxone, pas de thiamine. Les colloïdes de synthèse aussi ne sont pas toujours faciles à trouver. Alors,
évidemment, même lorsque ces médicaments sont présents, le matériel et les médicaments sont vraiment mal rangés, ce qui entraîne une perte de temps précieux et parfois, malheureusement, une perte de vie. Et voici à quoi ressemble une boîte d'urgence à l'hôpital à l'Asie. Alors, nous allons essayer d'appliquer maintenant les ABC de la prise en charge d'une urgence médicale. Alors, on a classiquement ABC, mais parfois certains auteurs ajoutent le D. Alors A pour airway, B pour breath, C pour circulation, D éventuellement ajouté par certains auteurs, soit pour désigner drugs, soit pour désigner defibrillation. Donc on va commencer par airway. Donc il faut assurer devant toute urgence médicale, il faut assurer une liberté des voies aériennes. Et donc soit par le biais des positions latérales de sécurité, c'est le strict minimum, par des canules de Guédet, par un système d'aspiration, et éventuellement, il nous faudra parfois un matériel d'intubation. À l'Asie, il n'y a ni canules de Guédet, ni système d'aspiration, ni matériel d'intubation. Alors, pour la ventilation, évidemment, pour ventiler un patient, nous aurons besoin, premièrement, d'une source d'oxygène fonctionnelle. À l'hôpital d'Al-Azhar, il n'y a aucune prise murale d'oxygène et les bouteilles d'oxygène sont souvent vides. Alors, il nous faut également, théoriquement, un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle qui n'est pas toujours facile à trouver. Alors, comment ventiler nos patients en cas d'urgence à l'hôpital? Alors, circulation, nous avons besoin de fluide pour expansion volémique. Alors, le sérum physiologique est disponible, mais les colloïdes de synthèse ne le sont pas toujours. Alors, heureusement qu'on a nos mains pour sauver nos patients en effectuant un massage cardiaque externe. Alors, pour le D, drugs, malheureusement, pas d'antiarythmique, pas de magnésium. Alors, nos patients reçoivent directement et d'emblée, alors qu'ils sont naïfs de tout traitement, une association de neuroleptiques, convoi parentéral, avec tout le risque de troubles du rythme ventriculaire. Alors, on n'évalue pas le risque avant de prescrire ces médicaments-là. On n'a pas de CG pour faire le diagnostic de ces troubles du rythme s'ils adviennent. Et même lorsqu'on fait le diagnostic, on n'a ni défibrillateur ni antiarythmique pour traiter ces troubles du rythme en urgence. Lorsqu'un patient fait une crise d'asthme à l'hôpital d'Asie, ce n'est pas évident de trouver des bêta-2 mimétiques. Alors, l'autre D, c'est la défibrillation et nous aurons besoin d'un défibrillateur. Alors, il n'y a absolument aucun défibrillateur à l'hôpital de l'Asie, alors qu'il en existe un dans une station de métro à Munich. Donc, peut-être que la vie des Allemands coûte bien plus cher que celle de nos patients. Bien sûr, nous aurons également besoin de ressources humaines. Un médecin réanimateur disponible, alors l'hôpital de l'Asie est le seul CHU de la capitale auquel aucun médecin réanimateur n'est affecté. Évidemment, nous n'aurons pas besoin d'un médecin réanimateur plein temps, mais au moins un médecin réanimateur disponible en cas de besoin. Nous aurons besoin de plus de stomatologues, de kinésithérapeutes, surtout d'une meilleure collaboration avec les médecins de différentes spécialités, en particulier de neurologie, de médecine interne. Alors pour le service par exemple de médecine interne, souvent on ne trouve pas de place pour transférer nos patients parce que c'est un service qui dessert la population générale et non pas uniquement les malades psychiatriques. Alors nous aurons peut-être besoin de plus de consultations, de services carrément de médecine somatique. Alors, faute de moyens, qu'est-ce qu'on fait en pratique en cas d'urgence à l'hôpital d'Asie? Voici la réponse. Donc, on transporte nos patients ailleurs. À l'hôpital de l'Asie, il y a 3 ambulances fonctionnelles. Mais une ambulance n'est pas faite pour un seul malade. On peut transporter parfois plus d'un malade avec une seule ambulance. Évidemment, une ambulance fonctionnelle, ça veut dire une ambulance qui roule. Donc, sur le plan mécanique, elle est fonctionnelle. Mais elle est loin d'être médicalisée. Il n'y a pas de source d'oxygène. Vous allez me dire, mais vous n'avez qu'à transporter une bouteille d'oxygène de l'un des services, mais voilà la taille de l'une des bouteilles d'oxygène. Et vous imaginez que ce n'est pas évident de transporter une telle bouteille. Alors, 3 ambulances fonctionnelles qui vont transporter 15 à 20 patients chaque matin. Alors, ce sont des patients transportés pour diverses raisons, aussi bien pour des avis que pour des radiographies, des explorations biologiques, etc. Alors, 3 patients par garde également. C'est dire 400, c'est-à-dire 400 à 450 km par jour parcourus par chaque ambulance
1200-1350 km par jour, 120 litres de carburant par jour. Tout cela pour une prise en charge de patients qui aurait pu se faire à l'hôpital même. Alors ceci entraîne une perte de temps, une perte d'effort, une perte d'énergie, une perte d'argent et surtout une perte d'espoir, tant pour le patient que pour le médecin. Et aussi une prise en charge plutôt morcelée de patients psychiatriques, souvent par ailleurs morcelés sur d'autres plans. Alors qu'en réalité, il y a une intrication entre santé physique et santé mentale est telle que c'est vraiment que toutes les flèches ici sont vraiment bidirectionnelles. Et plusieurs personnes pensent que le psychiatre se situe là et que le psychiatre s'occupe donc du volet mental, de la santé mentale des patients mentaux. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Le psychiatre ne se situe pas du tout là, mais bel et bien au centre de ce carrefour, au centre de toutes ces interrogations entre santé physique et santé mentale. Le psychiatre est en fait tenu de prendre en charge toute urgence médicale extrême. Et c'est à la fois une obligation déontologique et légale. Et nous rappelons à ce titre l'article 5 du Code de déontologie médicale tunisien. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, tout médecin doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat. Le psychiatre et l'hôpital psychiatrique ont un rôle central dans la prise en charge des affections dites somatiques chez les malades mentaux. Premièrement, en raison des intrications santé physique, santé mentale que nous avons vues, mais aussi parce que le malade mental a souvent tendance à consulter son médecin psychiatre en première intention lorsqu'il a des signes physiques. Par ailleurs, plusieurs malades mentaux ont des difficultés d'accès aux soins ailleurs qu'à l'hôpital psychiatrique. C'est la raison pour laquelle le psychiatre est idéalement placé pour le dépistage et pour la prise en charge de base des problèmes de santé physique chez les malades mentaux. Dans un rapport du Royal College of Psychiatry, on peut dire que le psychiatre doit pratiquer un examen clinique des patients, qu'il doit demander des explorations quand nécessaire, agir en fonction des résultats de ces explorations, prendre en charge les urgences médicales, mettre à jour ses compétences et ses connaissances en santé physique, savoir quand adresser ou demander l'avis d'un autre spécialiste. Bien sûr savoir, mais aussi pouvoir adresser, parce que parfois on veut adresser sans pour autant le pouvoir. Alors vous allez me dire que c'est un problème de coût. Tous ces moyens-là demandent probablement un certain coût. Mais il s'agit également peut-être d'un problème de gestion, puisque les bouteilles d'oxygène vide n'ont pas besoin d'argent pour être remplies. De même, on n'a pas besoin d'argent pour ranger un équipement qui est mal. Alors, le personnel est également insuffisamment sensibilisé et surtout, le personnel est insuffisamment responsabilisé aux problèmes somatiques. Le somatique, c'est pas nous. On ne s'occupe pas du somatique, nous sommes un service de psychiatrie. Alors, bien sûr, transporter jusqu'à 20 patients par jour coûte de l'argent et coûte probablement plus que l'argent que coûteraient ces moyens essentiels. Et c'est le malade mental qui paie le coût de toutes ces insuffisances. En fait, le malade mental, en présence d'un signe physique, peut soit consulter dans un hôpital général, soit consulter à l'hôpital Razi. Alors, s'il consulte à l'hôpital général, on s'aperçoit que c'est un malade mental, il a été suivi à l'hôpital Razi en l'adressant, l'examiner, donc il est directement adressé à l'hôpital Razi. Bien sûr, à l'hôpital Razi, il est réadressé directement à l'hôpital général, parce qu'à l'hôpital Razi, on ne s'occupe pas du somatique. Donc, qui s'occupe finalement de la santé physique de nos malades? C'est en fait au psychiatre de lutter pour que le malade mental jouisse amplement de ses droits en matière de santé. C'est également au psychiatre d'œuvrer pour que le malade mental reçoive, comme tout autre patient d'ailleurs, des soins optimaux en cas de maladie somatique. C'est au psychiatre de batailler pour que l'institution Razi devienne un hôpital psychiatrique. Et là, peut-être on peut discuter s'il faut vraiment psychiatriser les autres hôpitaux, c'est-à-dire introduire et créer des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, ou médicaliser Razi qui gardera toutefois sa vocation psychiatrique. Je termine avec cette citation de Churchill. La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Je vous remercie.
des difficultés, la mauvaise gestion, mais pas uniquement